Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces rendez-vous axés sur le décryptage des questions d'actualité qui restent dominées par les consultations Cenco ECC. Les pères spirituels ont été reçus hier par le président kenyan William Ruto, qui a d'ailleurs encouragé l'initiative de la Cenco et l'ECC. Il les a invités même à mutualiser les efforts qui sont fournis au niveau national avec le processus de Luanda et Nairobi. Question de trouver une solution durable sur la question de l'insécurité qui frappe la République démocratique du Congo. On va aussi revenir sur d'autres questions d'actualité, notamment la criminalité qui continue de battre son plein à Kinshasa avec des cas de braquage et de cambriolage dans des supermarchés, dans des shops, dans des maisons d'échange. Que se passe-t-il exactement? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi commenter ces révélations sur les forums économiques qui s'est tenu en Suisse. 440 000 $ seraient dépensés pour les logements seulement. Une question qui fait couler beaucoup d'encre de salive et on va au cours de cette émission tenter de faire un peu plus de commentaires sur ça. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un ancien journaliste, un ancien ministre de l'information, un ancien député national, un ancien porte-parole et du gouvernement et du président de la République. Il a fait la pluie et les beaux temps à la RTNC. Il s'appelle Monsieur Koudoura Kassongo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Abbé. Comment allez-vous? Ça va. Ça faisait très longtemps. On ne parle que lorsque les mots qu'on va exprimer sont plus importants que le silence. Ah, vous nous rappelez l'ancien président Kabila. Voilà. Accusé aujourd'hui d'être le parrain de l'AFC de Corneille Nangaa. Je peux commenter? Êtes-vous toujours en contact avec lui? Oui. Nous n'avons pas la même vision de la gestion du pays. On a un président qui est en fonction. Et selon les dispositions, il y en a je crois 23, il y a 23 dispositions qui encadrent les compétences de M. le Président de la République. Il est garant de la nation. Il est garant de la Constitution. D'accord? Et je pense que lorsque le président de la République parle, il ne parle pas ex nihilo, j'imagine. Il a des éléments dont il dispose. Il a à sa disposition les outils, les instruments de l'État. Il a les renseignements généraux, les renseignements précis. Sur ce dont il parle, il a des missions diplomatiques à sa disposition. Il a les services d'espionnage à sa disposition. Jusqu'avant 2003, les comptes rendus, les notes de service sont adressées au ministre de l'Intérieur. Mais ça, c'est la loi. Mais en fait, le président de la République, il est en premier qui est informé sur ce que se passe dans le pays. C'est comme ça que ça fonctionne, les services. C'est pas l'administration. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand le président parle, il y a des conséquences en droit, en droit interne et en droit international. Si on estime que le président Kabila, vous avez dit, il est derrière le... Il est accusé d'être en intelligence avec Corneille Nangaa. C'est d'ailleurs lui le parrain, d'après le président de la République. Si tel est le cas, alors nous ne sommes pas agressés. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que le président, son prédécesseur, est congolais. Il a assuré les charges. Donc, c'est une question interne. Si la question est interne, ce n'est pas l'invasion. Ce n'est pas l'agression. En droit international, ce sont des préventions qui sont claires. Lorsqu'on parle de l'invasion, lorsqu'on parle de l'agression, il s'agit bien de la question qui relève de la défense nationale et qui implique l'intervention de l'armée. Toutes les unités, les forces aériennes, pour défendre l'espace, parce que l'espace, le territoire, c'est aussi l'espace aérien, fluvial, lacustre, etc. et terrestre. Et donc, si tel est le cas, ça ne sert à rien d'aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça ne sert à rien d'aller à la conférence internationale parce que le problème est interne. Si tel est le cas.
Si tel est le cas, ça ne sert à rien de parler du processus de Luanda ou de Nairobi, puisque la question est interne. Si la question est interne, pourquoi vous allez faire intervenir les partenaires extérieurs? Donc même les accusations portées contre le président rwandais sont, exactement. Sont fausses. Donc on dédouane, c'est dire que le président Kabila est derrière. Donc vous dédouanez le président Kabila, alors que tout le monde vous dit ici que les forces étrangères sont sur le territoire. On voit les Rwandais là-bas. Donc si on voit les Rwandais là-bas, et en même temps dire que c'est le président Kabila, moi je ne comprends pas. Très bien. On va revenir sur la guerre, mais je voudrais avoir... C'est ce que je veux dire. Ouais. Je voudrais avoir... Donc ça veut dire que Kagame n'est plus l'ennemi du pays. C'est le président Kabila. Ça c'est une chose. Deuxième chose. Nous avons des institutions, dont judiciaires. Bon, si tel est le cas, nous avons des tribunaux qui fonctionnent, je pense. Vous rassemblez les pièces et vous saisissez. Parce qu'une conférence internationale n'est pas une cour. Il n'y a pas de mode de saisine devant une conférence internationale. Il y a le mode de saisine. C'est-à-dire la façon dont on doit procéder pour qu'une cour ou un tribunal soit informé. Le tribunal peut être informé soit par une citation directe, soit par une requête qui est déposée par le procureur général pour faire fixation d'une audience au cours de laquelle la partie accusée peut se présenter et donner ses moyens. Très bien. Voilà. Moi, je n'ai pas d'éléments. Je ne suis pas je ne suis pas là pour parler de l'ancien président pour qui j'ai beaucoup de respect, comme pour le président que j'ai beaucoup de respect, n'est-ce pas? Mais je pense que ceux qui ont donné du conseil à M. le Président de la République, ils n'aiment pas le pays et ils ne travaillent pas pour la crédibilité Très bien. du Président de la République. Comme ancien porte-parole du gouvernement, mais aussi ancien porte-parole du président de la République, vous êtes aguerri dans ces domaines de la communication. Tout à fait. À ces jours, quand vous entendez les différents discours du chef de l'État, quand vous suivez ses sorties médiatiques, comment vous décryptez cela? Êtes-vous convaincu que le président est encadré de la plus belle manière sur les plans communicationnels? Il y a un problème. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas l'avantage de savoir davantage comment ça fonctionne, mais je me dis il y a un problème au niveau de la communication, où il y a un problème comment je peux dire ça, de bretelle ou de fluidité entre le président et ses collaborateurs. Il faut qu'il y ait une harmonie, n'est-ce pas, entre le président et ceux qui parlent pour lui ou qui travaillent pour lui. Parce que je constate parfois, c'est décousu, hein, je le dis avec beaucoup de courtoisie, c'est décousu. Quand un président parle, en tout cas, moi je parle de ce que je sais, ce que moi je faisais, c'était un des dossiers, j'y travaille depuis des semaines, voire un mois. Ce que le président va dire. Et vous le travaillez déjà en amont? Bien entendu. Quand je suis arrivé au cabinet du Monsieur le Président de la République, M. Bouchard m'a dit que le cabinet du président est à ma disposition. Le cabinet du président est à ma disposition. Quand vous êtes le porte-parole, par exemple, du président de la République, vous parlez en son nom. Exact. Comme lui ne peut pas parler, vous êtes le fusible. Si, pour une telle ou telle raison, lui il peut parler après, si il y a des dérapage. Mais en tout cas, là je vais commencer entre le porte-parole du président et le porte-parole du gouvernement. C'est différent. Hein? Exact. C'est très différent. Et donc, on travaille sur les notes, vous le soumettez, vous discutez avec M. le Président et vous faites un draft sur ce dont on va parler et il y a un briefing avec la presse. C'est pas un concours, c'est pas un examen, le président n'est pas soumis à un test, non. Vous nous donnez vous avez des confrères, des collègues, des confrères, etc., qui vous donnent les préoccupations, vous travaillez dessus sur la préoccupation, vous avez des services de renseignement avec vous, vous travaillez. Moi, je travaillais avec l'ensemble, j'avais un réseau j'avais une centaine de journalistes avec moi, avec lesquels je travaillais avec les services, bien entendu, pour avoir l'ensemble des informations du pays, de la nation, pour que celui-ci puisse parler en connaissant des causes. Et lui aussi, évidemment, quand le draft lui est remis, il est à même de compléter encore à un autre niveau. Exact. Vous voyez? Et on se concerne. Et quand je fixe, le président me pose la question, est-ce que vous êtes prêt pour votre point de vue? Je dis, oui, tout à fait, monsieur le président. Il peut me dire, attendons, c'est arrivé, hein, un ambassadeur qui est parti en Angola, par exemple, je peux prendre le cas d'Antoine Gonda, il me dit, attendons les réponses qui vont venir de l'Angola, par exemple,
Parce que ces éléments de réponse seront dans la bouche de monsieur le président de la République. Et quand il dit le président de la République, ça fait foi. Alors, qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit corriger dans sa communication? Moi, doit-il changer son équipe? Je n'ai pas de leçons à donner. Hein. Je n'ai pas de leçons à donner à monsieur le président. Vous analysez comme quelqu'un qui maîtrise la communication. Mais c'est mon domaine, bien entendu. La communication, beaucoup de questions stratégiques, etc. Mais je dis tout simplement, les collègues qui ont en charge de la communication, à mon avis, il y a des problèmes là-bas. Parce que, quand le président parle, il y a les conseils diplomatiques, n'est-ce pas? Moi, je parle de l'expérience. Hein. Quand le président doit être déplacé, il y a les conseils diplomatiques qui fait venir les ambassadeurs, on doit savoir quel est l'état de la coopération, par exemple, entre le Japon et nous, entre la Suisse et nous, etc. Il y a le briefing, et puis le porte-parole est là aussi, vous coordonnez. Quand le président parle, il a des éléments précis, fiables, et avec même au niveau de la sécurité, vous êtes avec le commandant de la BCS à Kinshasa, ou le chef FMG, ou le ministre de la Défense, c'était le chef FMG de l'état-major général, etc., etc. Ça se prépare. Et lorsque le président a parlé, sous Mobutu, on disait même que la parole du président faisait force de loi. Exact. Vous vous rendez compte? Force de loi. Quand le président parlait force de loi, et cela est motivé même dans les jugements des cours des tribunaux. C'est important quand le président parle. Alors, quand le président parle, les autres, ils écoutent ce que le président a dit. Il faut que ça soit fondé. Je n'ai pas de raison de ne pas dire que ce n'est pas fondé. Je n'ai pas d'éléments, je ne suis pas là pour ça. Mais je dis, ça me pose un problème. Ensuite, je constate qu'il y a une dichotomie entre le gouvernement et le président de la République. Le gouvernement, c'est une institution qui est dirigée par le Premier ministre ou la Première ministre. Exact. D'accord? Voilà. C'est une institution à part. Le président de la République incarne une institution qu'on appelle président de la République. C'est une institution qui est incarnée par celui qui habite la fonction. C'est une autre institution. Le gouvernement, qui n'est pas sous l'autorité du président de la République, dont il n'est pas membre d'ailleurs, et le président lui-même, une autre institution. Les deux forment le pouvoir exécutif qui est bicéphale. C'est comme ça que dans l'article 76, si je me trompe, 79, si je ne me trompe pas, 79, le président, il convoque et préside. Le conseil des ministres. Voilà. C'est bicéphale. Mais il n'est pas, j'insiste, il n'est pas le chef du gouvernement. Il n'est pas le chef. L'article 91 dit que le gouvernement élabore la politique de la nation en concertation. Il élabore, donc l'analyse grammaticale est logique, il élabore la politique de la nation, il élabore. Donc il vient avec le dossier, comme ça. Il a élaboré, le Premier ministre. Ilonga Elokamba, Madame Judith ici pour le cas, tous les autres, voilà, les deux. Il a élaboré. Maintenant, il va concerter le président, qui lui est élu au suffrage universel direct. Vous voyez? C'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, quand vous avez maintenant, vous arrivez au niveau de la communication, il y a une confusion. Je constate qu'à la présidence, rien, silence absolu. Je vois ma consoeur, ma sœur. Tina Salama. Voilà. Qui ne se limite pratiquement qu'à lire les ordonnances présidentielles. C'est pas ça le rôle du porte-parole du président de la République. Le porte-parole du président de la République, il est dans le combat. Il porte la parole du président. Partout c'est nécessaire où elle doit être entendue. D'accord? Moi, j'avais l'avantage. Est-ce que le problème, c'est Mme Tina Salama ou c'est le chef qui estime qu'il peut... Je ne sais pas, c'est pas un problème de lui-même porter sa voix. Je ne sais pas. Mais bon, moi, je dis, dans le cabinet du président de la République, il y a un porte-parole du président, il y a un directeur de la communication, exactement, un directeur de la presse. Moi, j'avais l'avantage, le président Kabila avait estimé que je rassemble ces fonctions, etc. Le conseil spécial. Alors, vous seul, vous avez occupé toutes ces trois fonctions. Toutes ces trois fonctions, c'était souvent coordination. Mais c'est différent. Le porte-parole, quand il parle, quand il doit parler, il n'a pas à commenter. Il porte la parole, qui est une parole officielle. D'accord? Mais cela étant dit, le DIRCAM, le DIRCOM peut encadrer cette parole à travers les faits précis qui ont existé pour donner plus de crédibilité à cette parole. Par exemple, le président, il a décidé de nommer des gens. D'accord? Il a dit, le président dit... Et puis, dans la semaine qui suit, il y a des nominations. Le directeur de la communication, lui, va maintenant éplucher le profil, les raisons. Et il communique à ce moment-là. Vous vous rendez compte? Et la presse, évidemment,
qui est là, va porter l'information, voilà, le président a dit ça. Mais ce n'est pas au rôle, à mon avis, ce n'est pas le rôle, porte-parole, d'être là pour les gouvernances, on a nommé. Et le directeur de la presse, il fait quoi? Il a attaché des presses quand même. On a vu ça avec le Lumbana Kapasa, l'Andoul Salakasa. Bon, on peut innover, hein, je ne sais pas, on peut innover. Moi, je n'ai pas le test sous les yeux. Très bien. Mais je pense, voilà. Deuxième chose, quand le président se déplace, le président est libre à lui de se faire accompagner du ministre qu'il veut selon la vision qu'il a ou selon les attentes qu'il a là-bas où il va. Peut-être qu'on aura besoin des ministres des Affaires étrangères ou tel ministre par rapport au contact qu'il peut en avoir. D'accord? Mais le ministre, c'est quand tu rentres au Congo. Il veut parler. Mais il y a une confusion entre le président, ce n'est pas le gouvernement qui est parti là-bas, on parle du président. Si le président, par exemple, comme il préside les réunions du gouvernement, il a présidé, il est le Premier ministre, le président est là, on peut. C'est comme ça que dans le compte-rendu, on dit, le président, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais le porte-parole, il est là et il n'y a rien. Première chose. Deuxième chose, le porte-parole ne donne pas son point de vue. Je suis désolé. Là, vous parlez du porte-parole du président ou du gouvernement? Le porte-parole du président, l'avantage du porte-parole du président, il est avec le président, n'est-ce pas? Il y a une proximité entre le porte-parole du président, moi c'est l'avantage que j'ai eu. Vous avez la proximité du président de la République, vous êtes dans son intimité. Donc il y a des choses qu'il vous dit, et les choses qu'il vous dit, il ne faut pas le dire, ou il vous dit, vous pouvez le dire, vous demandez, vous devez vous assurer, parce qu'il peut vous donner des confidences. Alors vous pouvez vous assurer, est-ce que ça je peux dire? Non, il ne faut pas dire ça. Ou bien, on verra, il va vous lire. Il vous autorise de dire ça. Vous devez vous limiter à ça. D'accord? Donc, le porte-parole, il a l'avantage. Il est plus à l'aise que ne l'est le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, maintenant, il ne peut parler que sur base de ce que le gouvernement a dit. Mais oui, que si le gouvernement ne s'est pas réuni, et vous parlez tout le temps du gouvernement, qu'il ne s'est pas réuni. Parce que le gouvernement, il peut être multicolore. Il y a toutes les tendances là-bas. Il y a l'opposition là-bas. Vous donnez des positions sur les questions qui n'ont pas été discutées en Conseil des ministres. Il y a un problème. Et je peux vous dire que lorsque le Conseil des ministres se réunit, il y a un compte-rendu qui est rédigé d'abord par le côté du gouvernement. En général, ce sont des juristes. Et d'ailleurs, il y a un juge, j'ai vu un juge qui a été nommé, je pense à la Cour de cassation, un procureur général, il était avec nous au gouvernement. Il rédige. Et vous remarquerez que la forme du compte rendu, c'est classique. Compte rendu de la réunion du gouvernement ou du conseil des ministres ou à l'hôtel du gouvernement, ça dépend de l'expression. Premier point, communication du président, et puis le point de jour 1, c'est comme ça. Et le président de la République, le soir venu, avant le compte rendu, le porte-parole du gouvernement, il lit le contenu, le projet au Premier ministre. Très bien. Et celui-ci, il sera fait au président de la République. C'est comme ça que le compte rendu souvent se passe en retard. Il faut que le Premier ministre donne les quitus, que c'est de cela qu'on a parlé, le président aussi, et puis on prend pas le compte rendu. Merci beaucoup. Maintenant, quand vous arrivez, le cas que vous avez évoqué, il y a un débat sur il y a un débat où des questions sur vous avez dit que c'est quoi la Suisse? Oui, le forum économique. On parle des 440 000 $ qui seraient dépensés pour les logements seulement. Alors qu'ici en interne, il y a j'ai lu quelque part que le porte-parole du gouvernement a démenti cela. Il parle des 85 $ la nuit, alors qu'une certaine opinion qui voulait... Il n'y a pas un président de la République qui puisse passer la nuit dans une chambre de 85 $ quand même. Sans sérieux. Sans sérieux. Ça n'existait pas. Même le président Kassavoubou n'a pas passé la nuit dans une chambre de 85 $ quand il était président de la République. Ça n'existait pas. Mais les frais d'émission, d'abord je vais vous dire, les frais d'émission sont donnés à notre époque. C'était entre le directeur du cabinet et les membres du cabinet, la différence était de 2 ou 3 $. C'était 397 $ la nuit. Est-ce pour autant on va dépenser jusqu'à 440 000 $? Voilà. Je vous dis, le budget ici, le budget de l'État fixe les normes. C'est 397. En tout cas, c'est que je le sais. Ça peut changer, hein. Le budget peut changer. Mais nous, à notre époque, c'était jusqu'au moment où j'ai quitté la présidence en 2009, c'est 397 $.
que ce soit le DIRCAB ou les conseils principaux ou les porte-parole. Si bien que le président était obligé de compléter parce que les chambres, c'est 400. Si vous avez 1500 $ du budget, hein, il faut être transparent. Si vous avez 1500 gérants, c'est 1500 les frais d'émission, d'accord? Si vous devez payer les chambres, eh bien, vous ne pouvez pas payer parce que vous serez en déficit par rapport au taux qui est fixé ici en interne. Et je peux vous dire que nous, le président de la République a été chaque fois obligé de payer pour nous parce qu'on ne peut pas payer. Sinon, vous n'aurez même pas 500 $ en poche quand vous rentrez au pays. C'est pas un secret quand on dit ça. Vous comprenez? Les chambres, que ce soit à Washington, nous on était à Waldorf Astoria, Waldorf, quand vous êtes à Manhattan, par exemple, tous les hôtels de New York, ça coûte cher. C'est 900 $, il y a même des 1000 $, tout comme ça. Vous avez même des hôtels de 5000, les suites. Le président, il prend une suite. Le président de la RDC doit prendre une suite, il doit vivre dans les conditions normales d'un président de la République. Parce que quand il va recevoir ses homologues, il va recevoir différentes personnalités, n'est-ce pas? Il doit être dans des conditions dignes. C'est comme ça qu'il y a une notation présidentielle. Maintenant, pour le cas de la Suisse, dont vous parlez, moi je ne sais pas, mais j'ai vécu longtemps en Suisse. J'ai fait presque 10 ans, j'étais à Lausanne, j'allais souvent à Genève. Ça n'existait pas. Même les petites chambres de Formule 75 là, en France, ça n'existait pas, 75 $. Il n'y en a pas. Quand vous allez à Dubaï, vous avez des appartements dans les 5000, hein, ça existe, hein, des choses comme ça. Mais c'est à vous maintenant de regarder ça, je ne peux pas me permettre ça. Moi, j'étais avec le président Kabila, il était dans les tentes. Hein. On est allé à Kisangani, on était à la Parade Saint-Joseph dans une tente. On était à Bukavu, dans une tente. On évitait, n'est-ce pas? Je ne donne pas des leçons, je donne des faits. Dans une tente. On était dans une tente à Bukavu, en face du centre culturel, du centre sportif de Bukavu, devant chez nous, là-bas, où on habitait avant la mort de Lumumba. J'étais dans une tente. Vous voyez? On réduit. Et ensuite, les collaborateurs du président sont à côté du président parce que quand le président se déplace, il a besoin de ses collaborateurs quand même. C'est un petit mini cabinet qui se déplace. Donc vous ne faites pas là, être à côté du président de la République et payer les charges de 75 $. Ce sont des conneries, ça. Ou vous êtes du cabinet, vous ne l'êtes pas. Et je vous dis que les ministres sont en rang supérieur par rapport aux membres du cabinet. Les ministres. Quand les ministres voient le président, ils sont pressés par rapport aux membres du cabinet. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Alors, maintenant, le problème des dépenses. Le problème, d'une manière générale, il y a un excès de dépenses, il y a trop de voyages. D'une maniare générale. Mais ce n'est pas des voyages touristiques, c'est des voyages pour aller chercher des solutions aux problèmes qui rongent le pays. Il y a, moi, je parle au Congolais et ils nous regardent, il y a trop de voyages. Moi, j'ai tous mes passeports jusqu'en 2009. On n'a pas voyagé autant. Est-ce que les raisons ont changé? Est-ce que maintenant on doit voyager plus qu'avant? Je ne sais pas. Le contexte n'est plus le même. Quel contexte? Il y a agression actuellement. Et alors, ça fait quoi? Ça nécessite des solutions diplomatiques. Nous avons des ambassadeurs. D'accord? Les ambassadeurs sont nommés par le président en son nom, auprès des pays où ils sont accrédités. D'accord? Dans les lettres de créance que les ambassadeurs présentent là-bas au roi ou au président du pays auprès desquels ils sont présentés, ils sont accrédités, il est dit, croyez-le en ceux qu'ils vous diront en mon nom. Les ambassadeurs représentent dans leur poste tout à fait le président de la République. Donc au lieu que le chef se déplace régulièrement, ça doit être une exception. Son message directement par voie de ses ambassadeurs. Ce n'est pas nécessaire que vous allez à Paris par exemple par mois 4 fois, 5 fois. Ce n'est pas nécessaire. Ok. Ce n'est pas nécessaire, je pense. Ça coûte cher. Et je peux vous dire que la situation de nos ambassadeurs ou de nos ambassades, elle n'est pas on ne peut pas l'envier. Hein. Moi, j'ai appris... la situation, c'est... Je ne peux pas donner le secret des ambassadeurs. Je vous dis, moi, contrairement à la période de Kabila, il semble qu'actuellement, la situation de nos ambassadeurs s'est considérablement améliorée. Je ne suis pas là pour comparer les époques. Mais je dis tout simplement que moi, de mon point de vue, parce que je prends le cas comme d'Israël, parce que je maîtrise bien les problèmes d'Israël, parce que quand je faisais mes chroniques, c'était sur le Moyen-Orient, les Israéliens, ils ont le principe que ils utilisent les ambassades
Ce sont eux qui sont outillés. Si c'est une question des investissements, vous avez l'attaché commercial. Si c'est une question militaire, vous avez les attachés militaires, n'est-ce pas? Et dans l'ambassade, vous avez chacun des responsables diplomates qui présentent une préoccupation quelconque pour le pays. Et lorsque le président doit se déplacer, n'est-ce pas? Je crois que c'est après coup, que tout a été... Nous avons fait aussi Paris avec Fouta André une fois, 2 fois c'est tout, pas plus. Mais les investisseurs, on ne les cherchait pas. Vous cherchez les investisseurs. Nous avons 194 pays dans le monde. Chaque pays a besoin des investisseurs, y compris les États-Unis ont besoin des investisseurs étrangers, les Chinois, Japonais ou autres. Chaque pays a besoin d'investisseurs. Vous pensez que quand vous allez à Paris, vous aurez nécessairement les investisseurs là-bas parce que vous vous êtes présenté? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en revanche, nous pouvons réfléchir autrement. Ils sont rares les hommes qui épousent les femmes qu'ils n'ont jamais vues. D'accord? Mais en revanche, vous pouvez organiser une cérémonie à la maison et au cours de laquelle les gens verront vos filles. Si vos filles, vos cousines sont là-bas, les gens vont commencer à demander: ah, mais ça, c'est qui? Elle est mariée, elle n'est pas mariée. Vous voyez? En d'autres termes, nous pouvons organiser ici, en RDC, des séances de communication. Par exemple, vous faites sommet RDC, Russie, par exemple, ils viennent ici. Sommet France, ou sommet Europe, RDC, ils viennent ici. Ça va, là encore, ça va coûter énormément. Mais c'est ça, mais c'est qu'on fait, ça coûte énormément. Vous organisez le sommet ici, les investisseurs viennent, et les investisseurs viennent, ils veulent voir notre faune, ils voient notre flore, ils voient c'est quoi le Congo, c'est quoi Mbujimaï, c'est quoi les préoccupations de Mbujimaï, Kalamba Mbuji, n'est-ce pas? Ils voient ici Lufu, ils voient Bukavu, ils voient Massissi, les prairies remarquables comme on en voit en France et en Suisse. Ah bon, c'est ça, le Congo? Là, ça attire l'attention des investisseurs et précéder des études sur la zone économique prioritaire. Parce que lorsqu'on investit, c'est nous qui devons dire aux investisseurs: allez investir là-bas, dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin, et voici les avantages que nous vous accordons. Très bien. Et si on est ici tout le monde à Kinshasa, on ne peut pas bien circuler, parce qu'il n'y a pas de planification. Et là, je ne comprends pas que Madame la Première ministre qui était au plan, il n'y a aucune planification, je suis désolé. Désolé. On ne voit que du voyage. On va en Russie, on va en Inde, on va là-bas, on fait ici. Mais les résultats, c'est zéro. Et maintenant, avec l'état de la situation du pays, un pays où on ne peut pas circuler, on est maintenant la République de la Gombe. Et même la Gombe, au niveau du Kitabo au magasin jusqu'à la gare, c'est difficile de circuler. Qui va venir investir ici? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. La sécurité, comme vous l'avez dit. C'est normal, ça? Donc le problème, c'est d'abord nous qui sommes ici en interne. Le problème, c'est nous. Ça ne sert à rien, encore une fois, ça ne sert à rien d'aller chaque fois dire aux Européens: voilà, il y a ceci, c'est Kabila, c'est pas Kabila, c'est Mobutu, c'est pas Mobutu, c'est les Belges, c'est pas les Belges. Ça ne sert à rien. Développons le pays en interne. Très bien. Le président, moi j'ai voté 2 fois pour lui, hein, 2 fois pour lui. D'accord? Alors, vous êtes le président, vous avez les outils, qu'est-ce qui manque? On a toutes les ressources. On est même, bon, je disais encore une fois, Mobutu disait qu'on n'est pas des mendiants. Mais lorsqu'on donne de l'argent, il faut que les Congolais comprennent. Pourquoi est-ce que les Suisses peuvent dire: ah, on a dépensé beaucoup d'argent comme ça? Parce que l'argent qu'on donne, que le gouvernement donne à d'autres États, c'est l'argent des contribuables. C'est-à-dire, les gens paient les impôts là-bas. Et lorsqu'on paie les impôts, n'est-ce pas, il faut qu'ils voient l'intérêt, pourquoi on paie des impôts à un pays qui en a besoin, donc il y a des cas de difficulté. Mais le même pays va dépenser beaucoup plus d'argent, beaucoup plus. Il y a un problème là. Beaucoup. On va parler de la situation sécuritaire dans la partie Est. Est-ce que vous avez compris les raisonnements des Européens? Vous demandez de l'aide, n'est-ce pas, qu'on vous aide. Mais l'aide, vous la dépensez comme ça, il y a un problème. Même si vous, dans votre famille, on vous donne de l'argent, peu importe, mais je vous dis, les chiffres qu'on a donnés, ce sont des faux chiffres. C'est pas sérieux. C'est aussi une fausse information pour les porte-parole du gouvernement. C'est faux. Ils considèrent cela comme le poison rwandais. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Les Suisses ont écrit. Non, les Suisses ont écrit là-bas. Moi, ce que j'ai vu, il y a un certain Babunga qui a écrit. C'était un garçon intelligent. Babunga, Benjamin. Il n'a pas de problème de loyer, il n'a pas de problème de scolarisation des enfants, il n'a pas un problème de se nourrir. Il vit normalement, c'est un Congolais. Quand il écrit, il a des bases de données.
la presse, les Européens, ils parlent, c'est pas une presse censurée là-bas, en Europe. Vous avez les journaux de Genève, les presse de Genève, je ne sais plus comment ça s'appelle encore là-bas, les journaux de Genève qui écrivent, les journaux de Suisse qui écrivent, etc., de Lausanne. Même dans le canton des SG, c'est notre canton là-bas. Eh ben, on écrit. Ils lisent. Qu'est-ce que les Rwandais vont voir là-dedans? Qu'on arrête un peu cette histoire des Rwandais. Moi, ça m'agace. Et donc, pas Rwandais. Qu'est-ce que les Rwandais font? Vous prenez l'avion, vous allez là-bas, vous avez dépensé, ils vous disent là-bas, c'est ça. C'est les Rwandais. Le conseiller, on l'appelle le conseil national. C'est-à-dire le député. Là-bas, ils n'ont pas de ministre. Ils ont le conseil fédéral, ça veut dire le conseil fédéral, c'est le ministre, c'est un peu le conseil fédéral. Ils n'ont pas de premier ministre là-bas, en Suisse. Et le conseil national, c'est les députés. Très bien. Qui est allé dire que voilà ce que vous avez fait. Ils ont même demandé qu'on ne donne plus l'aide dans notre pays. C'est pas les Rwandais, ça. Vous comprenez? Bon, merci beaucoup. Il y en a une chose. Rapidement. Nous sommes dans une époque où je ne comprends pas. Nous nous plaignons continuellement alors que nous avons des institutions. On dit nous sommes infiltrés. On dit nous sommes ceci. Mais c'est complètement ridicule et honteux. J'ai honte pour ma nation. Pour si peu, pour peu. Ah, nous sommes infiltrés. Les institutions travaillent. Il y a le front diplomatique qui est en place. On a obtenu quelques sanctions au niveau du Conseil de sécurité. Parlons de l'armée. Parlons de l'armée, par exemple. On dit nous sommes infiltrés. Blessage, mixage, des histoires stupides comme ça. Ok. En 2003, il y avait ici en RDC la formule 1+4. Oui ou non? Moi, je suis là pour donner la lumière aux Congolais. Parce que 2003 à 2024, ça veut dire qu'il y a 21 ans. 21 ans qui sont déroulés. Ceux qui ont 21 ans aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé en 2003. D'accord? Donc, il faut rafraîchir la mémoire. Exact. Voilà. En 2003, on est dans 1+4, qui est à la suite de la guerre, encore une fois. Mouzé est assassiné. Et Mouzé n'a pas réussi, justement, le Rwandais, à renvoyer chez eux. Et le vieux Tienne avait dit qu'il donne la facture et nous allons payer. D'accord? Ils sont rentrés, ils sont arrivés à Goma, ils ont créé le RCD. Le RCD s'est mué, tantôt CNDP, tantôt... C'est la même chose, d'accord? Ce sont les mêmes reptiles. Alors, on arrive maintenant à Santiti, on dit, voilà, les Congolais sont partis là-bas. Les Congolais. L'opposition politique, l'opposition dite armée, RCD, qui avait occupé le côté Est, il y avait le MLC aussi, qui a occupé une partie avec les Ougandais, des collabos en fait. C'est ça la vérité. Bien. Et l'autre partie était restée à Kinshasa, avec le vieux Abdoulaye. 4 vice-présidents de la République. On convient que ceux qui faisaient partie, tous ces gens-là qu'on a ramassés, là, les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait la formation militaire, toutes ces milices, on va les intégrer dans l'armée. Oui ou non? Oui ou non, Hervé? C'était dit comme ça, oui ou non? Donc, on a intégré les voyous. Et je peux vous dire que lorsqu'il y avait FAC, dans le texte de l'époque que j'avais lu, on interdit de prendre des gens qui n'ont pas la formation au sein de l'armée. C'était interdit. On a dit encore une fois que pour la paix, paix ces gens. On a pris ces gens-là, c'est ça qu'on appelle le brassage et mixage. Et il y avait le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, ici, à Kinshasa. Et avec la présence de l'ambassadeur de Sessuig. Oui ou non? Il y avait aussi la présence de l'Union européenne, fait M. Ado Adjelo. Oui ou non? Et on a fait les 1+4 jusqu'à la veille des élections 2006. Ces gens-là ont fait partie de l'armée. D'accord? Et on les a mis dans les institutions. Des gens là. D'accord? Ils sont là-bas. Et on a aussi décidé qu'il faut DDRR, donc il faut le démobiliser, il faut le désarmer. D'accord? Exact. Et le pasteur Mulunda, Diodène, je me souviens, il avait cette campagne d'aller chercher des armes dans l'Est là-bas. Moyennant $100, $100, des choses comme ça, pour la paix. Parce que les gens n'ont pas de travail. Dans le DDRR, je signale que mon ami Toumaloba a même été pris en otage par le chef Kawa, là-bas, dans l'Est. Et puis il a été libéré, heureusement. Voilà. DDRR. Donc, il faut le démobiliser. Il faut d'abord le désarmer. Et démobiliser. Et démobiliser. Parce que vous pouvez le désarmer, vous ne pouvez pas démobiliser. Il faut faire les deux.
Ensuite, réinsertion, rapatriement. Et il y a eu des Hutus qui ont été rapatriés. Les gens ont oublié. Les Hutus qui sont au Rwanda, parce que le Rwanda n'a vu personne là-bas. Le régime ayant échoué, le régime ayant été défait, il n'y avait personne. Il n'y avait que des Tutsis. Donc les Hutus qui sont rentrés ont été rapatriés par les HCR. Ils sont rentrés chez eux. D'autres sont restés ici parce qu'ils ne voulaient pas, avec le HCR, le président du HCR, on ne peut pas ramener des gens de force, etc. Ils sont rentrés. Mais rapatriement, réinsertion. Maintenant, ça n'a pas suivi. D'accord? Ça n'a pas suivi. Il faut le moyen, etc. Le pasteur Kawata, Kawata, il avait dirigé une structure qu'on arrête, je crois, quelque chose comme ça, qu'on arrête. D'accord? Je tourne la page. Maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, d'accord? Quand vous arrivez au pouvoir, les militaires ont des fiches à travers de numéros mécanos. Vous pouvez retrouver la source de militaires qui est dans l'armée, dans telle unité, parce que chaque militaire a une unité. Et au niveau des renseignements militaires, au niveau du DDN, c'est-à-dire du département de la défense nationale, et au niveau de MG, état-major général, et même au niveau des forces, on connaît chaque militaire d'où il est venu. Si ces militaires-là posent problématique, s'ils posent problématique, mais dès qu'ils sont intégrés dans les forces nationales, je me souviens, le chef Didier Toumba à l'époque, il avait dit, parce que nous avons cette préoccupation, comment on va faire? Il a dit non, dès que les militaires sont dans l'armée, ils sont sous l'autorité de la loi, de la constitution et des règlements militaires. Oui ou non? Maintenant, quand vous avez ces éléments d'information, et qu'il y a des militaires qui trahissent, par exemple, pourquoi est-ce que vous ne préoccupez pas la loi? Puisque vous le connaissez. J'ajoute, sur le plan de la sécurité maintenant, si vous avez, par exemple, un problème, une suspicion avec tel individu ou tel agent, qu'est-ce qu'on fait? Ne donnez pas le dossier. Si réellement ça ne marche pas, qu'est-ce qui empêche aux autorités du pays? Recruter, que ce soit au Congo central, au Bandundu, qui est là-bas, ça se peut fait. Voilà. Vous ne voyez pas créer des brigades. Régiment, c'est 800 division, c'est 10 000 hommes. Moi, qu'on prenne même 10 000 jeunes en Gandajika ou au Kassai là-bas, ça ne me pose aucun problème. On avait une équipe ici qui n'avait que des Balouba. Et c'était un problème. C'était les meilleurs. Et ça ne venait même pas au l'esprit des gens. Parce qu'on est dans les histoires de stupidité des tribus qui ne nous apportent rien. Prenez les meilleurs là où ils sont. Vous allez à Kotakoli, prenez les Bangwandi, qui sont des guerriers. Prenez les Ngwaka, sont des guerriers. Prenez d'autres, il y en a d'autres. Nous avons vu dans les années 64-61, il y avait des lieutenants Mbaki qui étaient sur la ville de Bukavu, qui se battaient. Il y avait le Léonard Moulamba, qui a libéré la ville de Bukavu. Il y avait Major Poto qui était major. Hein. J'ai reçu son fils au cabinet. Qui ont libéré. Ce n'étaient pas des gens très gradés. Le général Mayele, il était adjudant, non ancien. Quand il a défait Scram dans la ville de Bukavu, moi j'avais 14 ans, j'allais le voir chez lui, il était toujours sur les arbres là-bas, c'était un commando, il était toujours dans les exercices. Donc il y a des solutions. Mais si on est sérieux, maintenant, nous n'avons plus de soldats, nous n'avons plus de militaires, nous n'avons plus des officiers, ils sont tous des affairistes, des commerçants. Ça c'est le grand problème. Parmi les solutions, il y a plus les côtés diplomatiques. Il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas, moi de mon point de vue, nous avons un monde qui est multi, il y en a qui disent qu'il est bipolaire, tripolaire, quadripolaire, multipolaire, je ne sais pas. Bon. Donc d'après vous, la solution n'est pas diplomatique? Mais ce sont les diplomatiques qui nous posent ces problèmes-là, mais vous avez l'Europe. L'Europe, ça veut dire le Schengen, hein, il y a 27 pays. Hein, vous savez, je vous signale que notre pays a la superficie de 27 pays Schengen. D'accord? Là, nous pouvons encore revenir là-dessus, sur la façon de gouverner le pays. Nous avons une superficie de 27 pays Schengen et nous avons un seul président qui dirige tout le Congo. Ça ne peut pas marcher. 27 pays Schengen, où il y a 27 premiers ministres, 27 présidents, rois ou reines dans le pays Schengen, avec un espace structuré, infrastructuré. Et nous avons un espace défrastructuré, désinfrastructuré. Comment ça peut marcher? Le rapport est 1 sur 27. Nous avons une seule cour de cassation. Eux, ils en ont 27 là-bas. Dans chaque pays, il y en a. Et ça fonctionne. Vous pouvez quitter Paris jusqu'à Moscou, en Espagne. Ça va ici chez nous. Il y a des problèmes. La route, par exemple, les frères du Kassai, je pose des questions, quand elle m'a bougé, rien. Bon.
Le régime président a fait le pont ici de Longui, mais ce n'est pas suffisant. Et Bojima ici, dans les Volcatangres, il n'y a rien. Vous avez au Kivu là-bas. Il n'y a qu'une route entre Goma et Bukavu, en mauvais état. Il faut passer par le fleuve, 208. Vous voyez? Donc, il faut reformer, ça c'est après. Il faut reformer, il faut des réformes des institutions. Alors, pour revenir maintenant à la diplomatie. Les Européens ne nous aiment pas. Et le rapport de relations internationales, ce n'est pas un rapport d'amour, qu'on vous aime, c'est pas comme ça. C'est d'abord les intérêts. Les intérêts. Quels sont les intérêts, nous, en étant fait les Européens? C'est ça la question. Et pour moi, il ne s'agit pas de quitter un maître pour être sous l'autorité de notre maître. Il n'est pas question de quitter l'Occident pour être colonisé ou vassalisé par l'Union soviétique. Non. La Russie a une politique différente de celle qu'ont les Occidentaux. La Russie. D'accord? Nous avons, c'est le deal, c'est le deal. La coopération, c'est le deal. Nous avons des minéraux ici. Même la Russie nous demande de coopérer. Coopérer comment? De négocier avec les rebelles. Il a dit ça. Lors du... Mais il peut parler de la diplomatie. Est-ce que notre gouvernement a demandé l'aide de la Russie? Est-ce qu'on l'a demandé? Je signale que la Russie fait partie des 14 pays qui ont signé l'acte de naissance de l'État indépendant du Congo en février 1885. La Russie, elle a fait partie des 14 pays. Et je signale aussi que non seulement la Russie était là, mais la Russie, n'est-ce pas, nous avons des relations diplomatiques avec les Russes. Je parle bien des Russes, la Russie, même pas l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique, c'est 1917. D'accord? C'est la révolution bolchevique, tout ça. Ça c'est la Russie. D'accord? Et je vous dis, curieusement, Lumumba, lorsqu'il a été abandonné par l'Occident, il avait ressenti le besoin d'aller vers l'Union soviétique. Il avait ressenti le besoin d'aller vers la Chine. Et je vous dis que les Chinois et les Russes ont toujours été ici. Même si Mobutu était ici. L'action pour Saïdia, si vous vous rappelez, il y avait ce qu'on appelait l'action pour Saïdia dans l'Est là-bas. C'était les Chinois. Division Camagnola, c'était les Chinois, etc., etc. Alors, de manière concrète, il faut aller, il faut changer. Mais il faut donner les arguments de la République. Pardon? Concrètement, qu'est-ce que vous conseillez au chef de l'État pour sortir le pays de cette situation? Moi, je ne conseille pas. Je n'ai pas qualité de le conseiller. Il a ses conseils. Je n'ai pas qualité. Je n'ai pas qualité de te conseiller. Mais je dis mon opinion à moi. Il faut changer. Mais écoute, les Occidentaux nous pillent. Les Occidentaux. Ils pillent. Ça demande notre avis. N'est-ce pas? Ils pillent par le Rwanda. Ils soutiennent le Rwanda. Que le Rwanda soit à mesure de nous piller. Et eux, ils sont receleurs. Ils vont acheter là-bas. Maintenant, vous allez demander, non, ne vous en prie, je ne sais pas comment on parle là-bas. Je vous en prie, veuillez prendre des sanctions contre le Rwanda. Voilà. Ils ont dit, ils vont suspendre. Est-ce qu'ils ne savaient pas? Vous pensez que les Européens ne savent pas que c'est eux qui font... Est-ce qu'ils ne savent pas que le Rwanda n'a pas de minéraux? Moi, je suis voisin du Rwanda là-bas. Hein. Nous connaissons bien, je connais les reliefs. Ils n'ont pas aucun minerai en tout cas. Aucun. Ils ont le sol et le relief de Changougou là-bas, ou de Rubavu, c'est le même. Le relief de Rubavu, c'est le même. D'ailleurs, même Rubavu, il n'a même pas le relief ni le sol de Goma, parce que Goma, c'est volcanique. Au Gisenyi, ce n'est pas volcanique. Par contre, Changougou et Bukavu, pareil. Et les minéraux de Bukavu, par exemple, c'est un peu plus vers Fizi, Chabunda, ou Maniema là-bas. Vous comprenez? Donc, il faut travailler, dans le sens de nos intérêts. Ce pays est pillé. C'est exactement quoi? Comment travailler justement dans les sens Mais il faut une vision stratégique. De nos intérêts. Posons-nous la question. Pourquoi les Européens vont prendre les minéraux ou acheter les minéraux chez un voleur, un receleur, alors qu'ils peuvent les prendre chez le proprio? De manière officielle et légale. Nous sommes un marché. Nous avons des minéraux et il faut les vendre. En attendant que nous ayons la capacité de transformer, d'avoir de la valeur ajoutée, nous achetons à qui veut acheter. Je pense que, est-ce qu'ils ont dit ça aux Américains, que nous vendions, les problèmes ne devons pas être une jachère des Américains, une réserve des Américains, ils viennent prendre comme eux. Même l'uranium, vous dites, nous vendons l'uranium, vous faites le marché, venez acheter. Si les Chinois veulent prendre, ils prennent. Si c'est les Américains, vous prenez. Pas, Mobutu avait dit, il n'y a plus de coopération privilégiée. Lorsqu'il y a eu le débat de la clarification avec Maître Kamanda, le Premier ministre Pinga Kassenda et Maître Nimi, c'était fini.
Un franc qui était investi ici, un franc belge, ça rapportait 4 francs, c'est fini. Nous sommes, moi je pars du principe, et là je peux prendre une idée du roi Léopold II, qui disait que le Congo devait être une colonie internationale, c'est pas un marché international, où les gens viennent faire les affaires. C'est pas mauvais de faire les affaires. Il faut faire les affaires. Mais nous devons être maîtres de ce commerce international. Nous devons fixer, c'est nous qui devons fixer les règles, et pas les régler. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que nous avons une classe politique qui est affairiste. M. Mbosso avait dit que les députés quittent les groupes armés. Exact. Mais c'est lui qui dit. Mais moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui a les groupes armés, il siège à l'Assemblée nationale. Ça, je ne peux pas comprendre. C'est lui qui dit, c'est lui qui nous a informés. Moi, je suis du Kivu, mais je vis à Kinshasa. D'accord? Mais je ne peux pas savoir. Moi, je suis du Kivu. Même si je suis du Kivu, mais je vis ici. Je ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas. C'est eux qui gèrent l'État. Mais il dit, quitter. Mais on ne peut pas dire de quitter. Si quelqu'un, il est avec les groupes armés, mais c'est une infraction. La prévention est imprescriptible. C'est une atteinte à la sécurité de l'État. Comment on peut dire, nous invitons les députés de quitter là-bas? Soit-il du Kivu. Les Kivu, comme les autres, ils sont soumis aux lois de la République. Donc là, il y a la faillite de l'État. Alors, à l'unanimité, la communauté internationale ne nous recommande pas d'activer l'option militaire. On nous demande d'aller négocier. On s'en fout de la communauté internationale. Moi, je suis désolé, moi, je suis internationaliste. Donc, puisque l'option militaire n'est pas... Comment n'est pas? Mais peut-il le faire? Non, de la crise. Vous n'allez pas demander la solution aux Européens quand même, voyons. Le Congo est allé... On attend l'application des résolutions. Congo est allé Lopango. Si je peux parler comme ça. À l'est, même à l'est, on parle lingala, mais là, un petit peu, ça va. Congo est allé Lopango. D'accord? Lopango, 2 345 400 km². 409 km². Lopango, wana. Bogotia clôture, c'est ça Lopango. C'est l'outil, non? Frontière, 9 pays frontaliers. Bah, tiens, Lopango, Lopango est allé. Lopango est allé, bah, pingan na biso. Police na biso. Service na biso à sécurité. Botier Lopango, bo clôturer. Hein? Yangwana basalaka, patrouille. Patrouille, c'est ça, qu'on surveille. Les pays ont... si vous allez en Allemagne, vous allez voir en Allemagne, du côté de la Pologne, il y a les gardes frontières. Pourquoi sont le gars, il y a des frontières? Les frontières, on les garde 24 heures sur 24. Même les États-Unis construisent la frontière avec le Mexique. Puissants qu'ils sont. Bah, ça l'est. Et nous, ici, on vous allez demander au Rwanda, si vraiment... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Envoyez les troupes. On condamne les violations à répétition. On s'en fout. Moi, on travaille sur la sécurité du pays. Et la sécurité, ça veut dire vous formez les agents de sécurité, vous formez les militaires, vous formez les GI, vous formez tous ces gens-là qui sont capables, même si vous ne déclarez pas la guerre, mais vous amenez les opérations spéciales. Parce qu'il y a une différence entre la guerre et les opérations spéciales. Poutine, il a préféré dire ce sont les opérations spéciales. Nous avions eu dans le passé le président du Burundi qui embêtait les gens, etc. Mobutu, il a envoyé des troupes là-bas, discrètement. Le président est renversé. Tout État ne peut pas se faire entourer des régimes hostiles, comme c'est le cas ici. Moi, je vous le dis en tant qu'ancien conseiller diplomatique du président Mobutu. Un État, lorsque je suis là, je regarde, première question me pose, quelle est la menace aujourd'hui ce matin? La menace, le pays, quand on gère le pays, le chef de l'État doit avoir la situation dans tous les pays frontaliers. Vous pensez que le chef n'est pas informé de la situation? Je n'ai pas dit ça. Moi je dis ce que je faisais, c'est de ce que je sais. Le chef de l'État, quand tu se réveilles, il a les rapports de la sécurité. Quand on dit, oui, la situation, le conseil dit, la situation générale dans le pays est calme et tout. Tout ça, c'est la situation, c'est à l'intérieur, ça. Mais les frontières, n'est-ce pas? La sécurité extérieure, le président doit avoir. Et on doit savoir. Un État normal, nous devons être capables de savoir, tel jour à telle heure, tel président, qu'est-ce qu'il a fait, telle arme, quel est le déploiement de ces forces-là. Si on nous dit on va nous attaquer, nous devons être en mesure de savoir si l'information est fondée ou pas.
Ce n'est pas une question des prophètes, des pasteurs qui vont dire oui, et Dieu m'a dit, j'ai vu en vision. Non, l'État ne se gère pas comme ça. L'État se gère par les renseignements. Et les renseignements, il y a l'infiltration justement, et il y a le recrutement. Il y a de l'argent pour ça. Vous recrutez les gens qui doivent vous dire chaque matin, le chef d'état-major de l'Ouganda, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on pense là-bas? De la même manière, on dit qu'on nous infiltre ici. Et nous, devons les infiltrer. Ça fonctionne comme ça. Quand il y a une crise ici, les Américains ont la liste, les Américains, la CIA a la liste de 300 personnes ici, dans chaque pays. Et quand il y a un président qui arrive au pouvoir, les Américains, ils ne peuvent pas être surpris. C'est Kodora qui est président maintenant, c'est Kodora. Non, ils le savent, ils travaillent sur ça. Les alternatives. Nous, on regarde seulement, on est dans les prières, dans les jeunes, les choses comme nous, dans les montagnes, c'est pas ça. Très bien. Un État a cette On va terminer cette émission. Donc, moi, je ne veux plus entendre parler de... On est infiltré, on est ceci, on est cela. Mais vous avez des solutions. Vous avez entendu sous Mobutu parler de ces histoires-là? On avait Shaba 1, Shaba 2, avec les Boumanatanaël, avec Moba 1, Moba 2. Je n'ai jamais entendu ça. Comment récupérer à ces jours Bukavu, Goma, Bunagana, Massissi, Rutshuru, bref, toutes ces localités qui sont à ces jours contrôlées par des forces négatives? Comment les récupérer? Il faut poser la question au chef MG. Il y a quand même un chef d'état-major général dans le pays. Il y a le ministre de la Défense. Il y a le Premier ministre qui élabore la politique de la nation. Est-ce que dans l'élaboration, dans la politique de la nation, Madame Judith, a-t-elle prévu, ou même quand ça tombait, qu'est-ce qu'on avait prévu? Entre Bunagana et maintenant, c'est 3 ans, je crois, non? Pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Le ministre de la Défense nous a promis de faire la guerre par mer, des histoires, des conneries. Et le ministre qui raconte des conneries, on lui fait un truc, il n'aime pas le background. Il faut le background. Il a suspendu sa conseillère en communication. Il a fait le background. Les conseillers en communication n'étaient pas la dame, elle n'était pas le directeur de cabinet. Quand on est directeur de cabinet, c'est lui qui coordonne. Vous devez être au courant des notes qui passent là-bas. C'est comme ça. Vous devez être intelligent. Moi, j'étais le directeur de cabinet de Mayel Makelele. Je suis un ancien ministre, j'ai encadré le ministre qui était venu là-bas. Très bien. Pas? Je l'ai encadré. Donc, je connais comment ça fonctionne. N'est-ce pas? Je dis, ça on fait, ça on fait, ça on fait, ça on fait. Et lui-même, il décide après. C'est lui le ministre. Pour les grands. Vous comprenez? Très bien. Mais il faut ça. Alors, maintenant, je parle en parabole. Je dis ceci. Les raisons à cause desquelles, vous me suivez, les raisons à cause desquelles les localités sont tombées, les villes sont tombées, les mêmes raisons à cause desquelles elles sont tombées, ces localités et ces villes, les villes et localités tombées ne seront pas reprises. Comment ça? Vous comprenez? Je reprends. Les raisons à cause desquelles les localités et les villes sont tombées, les villes et localités tombées ne seront pas reprises si les raisons à cause desquelles ces villes et localités sont tombées n'ont pas changé ou n'ayant pas changé. Est-ce que vous comprenez? Si on te dit, quand tu prends 30 centilitres d'une bière, il ne faut plus, tu seras ivre totalement. Et que toi, tu ne changes pas, tu continues à prendre 30 centilitres, tu seras toujours ivre. Donc, pourquoi les villes sont tombées? Pourquoi Bouragan est tombé? Et comme on n'a pas tiré les enseignements. Au niveau du CESA, qu'on nous interdit de parler des villes qui sont tombées, il faut trouver peut-être... Non, mon cher, moi, je n'ai rien à foutre avec le CESA. Je n'ai rien à foutre avec le CESA. Je suis, avec son modestie, je pense, j'incarne la communication dans ce pays, j'incarne le journalisme, j'incarne l'intégrité, je ne dis pas n'importe quoi. Le CESA est dans le bureau ici. Les villes sont tombées. Il y a l'autorité là-bas.
On est en train de faire la politique comme à l'époque de Goebbels. C'est quoi ça? Les gens meurent là-bas. Et ils disent qu'il ne faut pas parler. Mais vous ne parlez pas, d'accord? À l'ère des réseaux numériques... Pour en parler, il faut avoir sur votre plateau les porte-parole du gouvernement, soit un expert militaire. Mais pour dire que la ville est assiégée, il faut un expert militaire. C'est pas ça là qui est le point de vue militaire. La ville, quand elle est tombée, elle est tombée. C'est la décision du CESAC. Je m'en fous de CESAC, je le dis. Je m'en fous de CESAC. Quand la ville est tombée, c'est un fait, la ville est tombée. La ville est sous siège. Il y a un siège, on appelle ça siège. Les gens meurent là-bas. Et on dit, il ne faut pas le dire. Nous sommes de là-bas. Vous comprenez? Nous avons de la famille là-bas. Nous avons des cousins là-bas. Quand on dit Irambo, Katana est tombé, c'est le village de ma grand-mère. Quand on dit que Kafoum est tombé, c'est là que ma mère était née. C'est là que mon père a travaillé. N'est-ce pas? Merci. Quand on dit Bukavu est tombé, c'est là que je suis né. Donc nous avons de la famille là-bas. Quand on dit ici, quand il y avait les problèmes de Kamuna Sapo ici, j'ai des bons frères là-bas qui me disent voilà ce qui se passe ici. En Gandajika, et ceci, et cela, partout là-bas, il y avait des problèmes. On est au courant. Moi, je n'ai pas besoin de la vie de C5. Très bien. Allez, on va terminer cette émission. Vous comprenez? Qu'on soit sérieux un peu. Prends ton argent, tu la fermes, c'est tout. Merci beaucoup. Ici, c'est le Congo, ici. Merci. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. On raconte des conneries au président, et puis le président, il s'étonne qu'il n'y a rien. Les militaires ne sont pas payés. Oui ou non? Le problème du patriotisme, je vais vous dire une chose. Quand vous avez une femme, je donne toujours l'exemple du couple, vous avez une femme en frère. La femme, vous la malmenez, vous la piétinez, vous la battez, vous la déshabillez en public. Et vous dites, on va faire un bon foyer, et tout, et tout, et tout. Quand tu as de l'argent, tu as un bon travail, la femme là, tu as des maîtresses, tu as la carte ici, tu prends même ses petites soeurs, tu sors avec. Et après, le travail n'existe plus, tu reviens, tu penses que cette femme-là, tu vas lui dire, ah, Limbi Sangai, tu penses que ça se passe comme ça? Moi, j'avais fait à l'époque, je voulais entrer dans l'armée pour défendre la République. Dans l'armée, c'était ça ma passion. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ben, les critères, je me suis retiré dans le journalisme et toutes les choses comme ça. Mais l'armée, mais quand on défend, il faut, quand vous défendez, moi j'ai vu les officiers en Suisse, ce ne sont pas des misérables. Hein. Quand vous avez les officiers aux États-Unis, ce ne sont pas des misérables, ce sont les chefs de famille. D'accord? Il faut réfléchir. Nous avons des frères des militaires, n'est-ce pas? Quand un militaire meurt, moi j'ai vu l'autre jour, j'étais à une manifestation à Lingwala, quand les militaires passent, les Congolais ils les méprisent. Les Congolais méprisent les soldats. Les soldats qui ont marché sur une mine, on le regrette à peine. Mais nous, de l'Est, nous savons ce que c'est un militaire. Je vous assure. Merci beaucoup. J'ai sorti l'argent. Le soldat. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est l'importance d'un militaire. Merci. On a terminé l'émission. Une dernière question pour nous séparer. Pour apporter la solution à cette crise au niveau du gouvernement, il y a des pistes de solutions qui sont dégagées. Le gouvernement doit dégager. Il a failli. Attendez, on parle du front diplomatique, on parle du front économique. Ça ne sert à rien. Front judiciaire, front médiatique. Hervé, vous m'énervez quand on parle. Je ne veux pas entendre. Et il y a un sixième front qui vient de s'ajouter. C'est le front spirituel. Oh là 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 là. Est-ce qu'à ce jour, moi je vais plus m'attarder sur les fronts médiatiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... Front spirituel. Hein? Vous y croyez, vous? Mais franchement, n'avez-vous pas vu le ministre de la Justice? Vous avez parlé. Oui, allez-y. Le ministre de la Justice nous dit que l'armée céleste va intervenir. Ça fait partie du front spirituel. Je ne peux pas critiquer Constant Moutamba. Il a étudié avec mon fils Junior, avec Cynthia. Bon, je peux dire que c'est... Je n'ai pas encore posé ma question. Vous comprenez? Bon, donc, Aza Moninga Banananga. Cynthia, à l'UPC là-bas, Bastali droit na bango. Très bien. Alors, comment va papa? Ma question... Vous comprenez? Bon, je ne vais pas le critiquer. Ma question s'est focalisée sur... C'est le ministre, mais... Très bien. Moninga. Très bien. Voilà. Ma question se focalise sur les fonds médiatiques. Depuis un moment, il y a des critiques qui fusent de partout contre le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Pour certains, il n'est pas à la hauteur. Nous sommes en temps de guerre. Il n'est pas à mesure, pour une certaine opinion, de mettre en place une communication de guerre. Est-ce qu'on peut s'attendre à ces jours à ce que ses prédécesseurs, ceux qui maîtrisent la communication, comme M. Koundoura qui est en face de moi,
vous êtes assez nombreux. Kikaya Bin Karoubi, qui est d'ailleurs en exil. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous mettiez autour d'une table question de réfléchir avec Mouyaya afin de nous dégager une communication des guerres? Je vais vous dire une chose. Je me souviens d'un fait. J'étais encore à la présidence. J'ai commenté, c'était vrai, hein, mais j'ai commenté, j'ai donné le bilan militaire là-bas. Le président m'a dit, le président Kabila m'a dit, son excellence m'a dit, laissez les questions militaires aux militaires. Très bien. Il m'avait dit ça. Je m'en tiens à ça. Je pense, en cette période, il faut un pool. Et dans ce pool, il faut des militaires pour communiquer. C'est-à-dire que dans cette communication, on avait Kassonga, lui Léon Kassonga, qui est un de nos condisciples, le général là, il doit être, je crois, 3 étoiles maintenant, Kassonga. Et dans ce pôle, il faut des militaires pour commenter, n'est-ce pas, les informations militaires qui viennent du front. Voilà. Mais je suis honnête. Je pense qu'on devait le faire avant. Hein. On n'a pas ici des correspondants de guerre, comme à Mampour là, de CNN. On n'en a pas. Moi, c'était ça ma passion, avoir un correspondant de guerre. Maintenant, dans un territoire occupé, comment vous allez faire la communication? Vous êtes dans les territoires occupés. Vous allez envoyer les journalistes là-bas, les journalistes du régime qu'eux, ils combattent. Comment ça va se passer? Parce que la communication, il y a de deux côtés, là où les événements se passent, et ici, une espèce de desk en fait. À Kinshasa, on peut dire un grand desk ici qu'on fait ici. Comment ça va se passer? Le France 24, ce n'est pas du gouvernement. Hein. Les France 24, c'est tous les autres qui vont parler là-bas, Fox News, Sky et tout ça. Je ne sais pas. Comment on va faire? Merci beaucoup. Vous comprenez? Mais, par contre, on peut mobiliser les gens, les personnes, sur la problématique ou les enjeux qui sont là-bas. Ça, on peut faire. Sensibiliser les Congolais. Il y a deux problèmes ici distincts. Il y a le régime, c'est une chose, et le pays, c'est encore une autre. Les régimes passent, mais le pays, ça reste. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, j'ai pas de solution. On retient que vous restez disponible pour rencontrer votre... Moi, je ne demande pas de travail, je ne demande pas de travail. Je n'ai pas dit que je suis disponible, je vais chercher un tel. Moi, Koudora, on le connaît, celui qui a besoin, c'est gratuit. J'écris beaucoup sur Facebook, j'écris beaucoup sur Twitter, je suis venu ici. S'ils veulent avoir une avis... Patrick Mouya l'a fait quand il était conseiller principal, alors que M. Mouzit était Premier ministre, il me consultait, il m'appelait, téléphone, on parlait. Pour le pays, je peux donner mes avis. Très bien, merci beaucoup. C'est un cas difficile. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est toujours un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Mais je termine, j'avais oublié. Je voudrais terminer par un petit mot. Je remercie les Congolais. Merci. Oui, je remercie tous les Congolais. Vous savez, je constate que les Congolais, ils aiment leur pays. Ça, c'est indéniable. Que ce soit un Congolais qui a étudié, qui n'a pas étudié, qui soit de l'Est, du Sud, de l'Ouest. Lorsqu'il s'agit du Congo, ils aiment leur pays. Et ils sont ébranlés par ce qui se passe à l'Est, là-bas. Ils sont ébranlés. Moi, ça me touche personnellement. Très bien. Et je leur exprime toute ma reconnaissance, autant j'exprime toute ma compassion aux frères de l'Est. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Allez. Ça en est fini, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. J'avais reçu pour vous M. Koudou Akasongo, un ancien journaliste, un ancien ministre de l'Information, un ancien porte-parole du président de la République. Je viens d'apprendre aussi qu'il a été conseiller diplomatique du président Mobutu. Ça, je l'ignorais. On ne dit pas, on n'est pas tout. On ne dit pas tout. Vous comprenez qu'il a un CV très costaud et qu'il peut toujours servir le pays. Allez, grand merci à toute l'équipe technique. Mais merci ceux qui comprennent. Très bien. Merci à Jojo Moulumba pour ce grand travail. Merci à Papi Chongo, Luison qui est très en retard aujourd'hui. Congo. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir.